Ce soir, à Bergerac, Raoul-Marc Génard, docteur en sciences politiques, vient faire une conférence sur le projet du marché transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Des négociations peu médiatisées et qui pourraient pourtant avoir une influence sur nos vies au quotidien. Alors bonsoir Raoul-Marc Génard. Bonsoir. Ce soir, vous êtes à Bergerac pour faire une conférence sur le grand marché transatlantique. J'ai vu aussi qu'il y avait une conférence vendredi, 14 mars, qu'il y a eu une conférence vendredi 14 mars sur le TAFTA. Est-ce que ça recouvre la même chose? Et si ça recouvre la même chose, qu'est-ce que c'est ce grand marché transatlantique ou le TAFTA? Oui, en fait, il y a plusieurs sigles pour désigner quelque chose qui officiellement s'appelle Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Ça, c'est le nom officiel d'un projet de négociation, parce que c'est un projet. En fait, l'an passé, le 14 juin, les gouvernements de l'Union européenne ont décidé, ont adopté un document qui est aujourd'hui le mandat de négociation, confié à la Commission européenne, parce qu'en vertu des traités européens, ce genre de choses ne se négocie plus par les gouvernements pris individuellement, mais par la Commission européenne, qui est le négociateur unique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de négocier avec les États-Unis ce fameux partenariat transatlantique. Ça porte sur quoi? C'est d'abord un accord de libre-échange, comme on en a connu et comme on en connaît beaucoup, c'est-à-dire dont l'objectif est d'abaisser les droits de douane. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que ça suscite tant d'émotions et tant d'opposition, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'abaisser les droits de douane, mais de réduire au niveau le plus bas possible les normes. Alors c'est quoi les normes? C'est ce qu'on peut trouver dans la constitution d'un pays, dans ses lois, dans les règlements, dans les arrêtés, dans les décrets, que ce soit pris au niveau national, régional ou local, et qui concernent par exemple les normes sociales, les normes sanitaires, les normes alimentaires, les normes environnementales et les normes techniques. Nous avons des milliers de normes techniques. Quelles sont les normes pour fabriquer une automobile, une machine à laver, un fer à repasser, que sais-je? Et donc l'objectif, c'est pas seulement d'abaisser les droits de douane, sur lesquels d'ailleurs on devrait dire qu'il y a un certain nombre de choses par rapport aux droits de douane sur les produits agricoles entrant en Europe, mais c'est surtout d'abaisser les normes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que, si ce grand marché transatlantique voit le jour, qu'est-ce que ça pourra avoir comme influence sur notre vie au quotidien? Parce qu'on en parle très peu finalement. On en parle beaucoup trop peu, et pourtant ça va modifier considérablement nos modes de vie. Parce que quand on parle de normes, de quoi parle-t-on? On parle de choix qui se sont faits au fil des décennies pour organiser notre vie en commun. Nos règles sociales, nos règles environnementales, ce qu'on accepte de mettre sur le marché en matière de ce qui est mangeable ou de ce qui ne l'est pas. Par exemple, le veau aux hormones pourrait, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait... En matière sanitaire, dans cette négociation où tout est ouvert et tout est possible, il faut savoir que les États-Unis, en particulier les lobbies de l'agro-business américain, disent que notre interdiction du bœuf traité aux hormones de croissance n'a pas de fondement scientifique. Notre refus du poulet chloré n'a pas de fondement scientifique. Notre refus du porc élevé à la ractopamine, ça n'a pas de fondement scientifique. Notre rejet des OGM, pour les États-Unis, ça n'a pas de fondement scientifique. Or, pour nous, c'est important. Voilà une série d'exemples concrets de ce qui pourrait changer si ce grand marché transatlantique devient une réalité. J'ai d'autres exemples, parce qu'il y a un troisième élément dont je n'ai pas parlé. J'ai dit les droits de douane, j'ai dit les normes, mais il y a quelque chose d'énorme qui d'ailleurs fait de plus en plus polémique, c'est transférer depuis les tribunaux officiels vers des groupes d'arbitrage privés le pouvoir qui serait donné aux firmes privées d'attaquer les États, mais pas seulement au niveau national, aussi au niveau régional, départemental ou local, lorsque cette firme considère que telle ou telle norme est une entrave à ses activités. Normes sociales, normes environnementales, normes sanitaires.
Si on prend un exemple concret, ça veut dire par exemple que Monsanto pourrait attaquer la France pour le refus des OGM. Absolument. Absolument, c'est un exemple, mais je vais vous en donner un autre au plan local. Imaginons que, parce qu'il y a un article qui porte, c'est l'article 24 du mandat, qui porte sur les marchés publics, et où il est dit que dans les appels d'offres, il faudra faire disparaître tout ce qui peut contrarier l'investissement, y compris des exigences de localisation ou d'exploitation. Bien, prenons un exemple concret. Imaginons que la municipalité de Bergerac lance un appel d'offres pour les cantines scolaires. Et qu'elle dise dans cet appel d'offres, il faudra que le fournisseur s'installe sur le territoire de la commune de Bergerac et qu'il fasse appel aux producteurs locaux. Alors, vous prenez effectivement un exemple très concret, puisque c'est effectivement dans un certain nombre de programmes, là, en ce moment, au municipal. Oui, bien sûr. Eh bien, en vertu de l'article 24 du mandat de négociation conféré par nos gouvernements à la Commission européenne, si ça s'est retenu, ce ne sera plus possible. Et si une municipalité maintient cette exigence de localisation, alors une firme privée américaine ou européenne, Sodexo pourrait faire la même chose, puisque tout le secteur privé profiterait de ces nouvelles dispositions, pourrait attaquer la municipalité de Bergerac, non plus devant les tribunaux. C'est ça le grand changement. C'est vraiment un changement révolutionnaire. Ça ne se fera plus devant tribunal de commerce ou tribunal administratif. Non, ça se fera devant un groupe d'arbitrage privé constitué pour ce cas-là. Et donc, on a une privatisation de la justice lorsqu'une firme privée est en conflit avec les pouvoirs publics. C'est le troisième grand élément de ce projet de négociation. Qui suscite beaucoup d'opposition, parce que qu'est-ce que ça veut dire si on généralise cette pratique? Ben, c'est que ce sont les firmes privées qui vont définir les normes qu'elles acceptent, qu'elles soient sociales, alimentaires, sanitaires, environnementales ou techniques, et les normes qu'elles refusent. En 1999, un monsieur qui s'appelle David Rockefeller, un multimilliardaire américain, considérait que les gouvernements étaient arrivés à leur fin et que le secteur privé était la meilleure entité pour les remplacer. Bien, ce projet de grand marché transatlantique, s'il aboutit, si la négociation aboutit, ce sera la réalisation du vœu de monsieur David Rockefeller. Vous disiez aussi que cette négociation n'était pas entamée. On en est où alors là? Et finalement, si on attend à y perdre, pourquoi elle est arrivée sur la table? Mais elle est arrivée parce que c'est la volonté des 28 gouvernements qui répondent aux attentes des multinationales. En fait, ce projet, il est voulu par les multinationales européennes et les multinationales américaines, qui ont d'ailleurs toutes les deux des sièges de chaque côté de l'Atlantique. Les firmes du CAC 40, les firmes françaises du CAC 40, elles ont un siège aux États-Unis. Et la plupart des grandes firmes américaines ont un siège en Europe. Et donc, elles ont tout intérêt à ce qu'on supprime un maximum de réglementations, de normes dans tous les domaines. Et elles ont fait pression sur les gouvernements. Et elles ont obtenu, en tout cas à ce stade-ci, satisfaction, puisque les gouvernements ont décidé de demander à la Commission européenne, dont c'est la compétence en vertu des traités, de négocier cela avec les États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que la négociation va aboutir. Elle a commencé le 8 juillet de l'an passé. On vient la semaine dernière d'avoir une session, parce qu'il y a des sessions une semaine à Washington, une semaine à Bruxelles. L'objectif des négociateurs, que ce soit les négociateurs européens ou les négociateurs américains, c'est d'en terminer l'an prochain. Et alors, il va se passer quelque chose d'important. C'est nouveau, et beaucoup de gens n'y croient pas. C'est qu'avec les traités européens, aujourd'hui, c'est nouveau, le Parlement qui va ratifier, c'est-à-dire qui va dire « nous acceptons ou nous rejetons », ce traité, ce sera le Parlement européen. Quel Parlement européen? Celui qu'on va élire le 25 mai. Donc, d'où l'importance des prochaines élections européennes. Et pour ceux qui combattent ce projet de traité comme moi, l'importance qu'on en parle pendant la campagne électorale pour les européennes. Parce que ce que nous souhaiterions, nous, puisqu'on ne va pas nous demander notre avis, il n'y aura pas de référendum sur le grand marché transatlantique, ben c'est qu'on transforme
l'élection du Parlement européen en une sorte de référendum pour ou contre le grand marché transatlantique. Et ça peut très bien se faire. Chacun peut aller demander aux candidats aux élections européennes qu'est-ce que vous ferez en 2005 si vous êtes élu. Qu'est-ce que vous ferez en 2015, pardon, quand on viendra avec le résultat de la négociation? Est-ce que vous l'accepterez ou est-ce que vous le refuserez? Mais cette négociation, vous pensez qu'elle va être menée à son terme, alors Je le crains, il y a une volonté politique des 28 gouvernements de l'Union européenne. Il y a une volonté politique de la Commission européenne et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une volonté politique du président des États-Unis, de M. Obama. D'ailleurs, rappelez-vous, quand François Hollande a été reçu à la Maison-Blanche il y a 2-3 semaines, qu'est-ce qu'il a dit devant le président Obama? Je souhaite qu'on accélère les négociations du grand marché transatlantique pour empêcher les contestations. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas s'il y aura accélération, parce que tous les gouvernements européens n'ont pas le même enthousiasme. Certes, ils ont tous dit OK pour ce mandat, mais peut-être qu'il y a des arrière-pensées et que certains gouvernements se disaient oui, ben on va dire oui pour ne pas faire le mouton noir de la classe. Mais ça n'arrivera jamais, ça n'aboutira jamais. Maintenant qu'il y a quand même, parce qu'il y a toute une campagne européenne, il n'y a pas seulement qu'en France qu'on fait des conférences sur ce sujet-là, il y a une campagne qui est d'ailleurs beaucoup plus avancée en Allemagne et dans d'autres pays, et l'opposition commence à s'exprimer. Plus les gens connaissent ce qu'il y a dans le projet de mandat européen, donc dans ce que les gouvernements européens ont dit qu'il fallait négocier, plus l'opposition s'élève. Et donc, il commence à y avoir même une crainte, notamment à Bruxelles, que ça rejaillisse sur les élections européennes. Donc voilà, il y a utilité à faire campagne pour montrer ce qu'il y a là-dedans, pour montrer les dangers de ce projet, parce que pour le dire un peu brutalement, si ce projet est adopté, les 28 États de l'Union européenne deviendront 28 colonies des États-Unis. Alors, quel est l'intérêt de l'Europe, alors, finalement? Mais c'est l'intérêt des Européens n'est pas là. C'est l'intérêt des multinationales européennes. Les grands gagnants, si ce projet aboutit, ce sont les multinationales, européennes et américaines. Les grands perdants sont les peuples. Les peuples européens qui vont voir les choix de société qu'ils ont faits au cours des décennies s'étioler, que ce soit qu'il s'agisse sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire. Et les peuples américains qui auraient pu espérer que leur niveau, puisque aux États-Unis les normes sociales, environnementales, sanitaires sont plus faibles que chez nous, qu'elles s'améliorent. Donc les peuples vont y perdre. Et j'ai envie de dire, tout ce qui est de petite taille, chez nous, et on n'arrête pas de le dire, ce qui fait le cœur, le dynamisme de l'économie française, l'artisanat, première victime. Les petits viticulteurs, les petits paysans, les petites et moyennes entreprises, tout ça va être broyé par les géants américains, par la concurrence des entreprises américaines qui ont une taille qui est sans commune mesure avec les entreprises européennes, et on va assister à une espèce de tsunami américain sur le sol des 28 États de l'Union européenne. S'en sortiront les multinationales européennes qui, elles, pourront vendre leurs produits avec moins de réglementation et moins d'exigences aux États-Unis. Alors, comment lutter? Vous avez déjà donc donné une piste par rapport donc aux élections européennes. Est-ce qu'il y a d'autres pistes possibles? Mais moi, je pense que la première piste, c'est partager l'information. Parce que une fois que les gens savent ce que nos gouvernements veulent négocier avec les États-Unis et sont en train de négocier avec les États-Unis, toute femme et tout homme de bon sens ne peut que se révolter. Donc, il faut partager, propager l'information, et je vous remercie de cette interview. Ensuite, il faut interpeller les candidats aux municipales, puisque je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'un appel d'offres fait par la municipalité de Bergerac. Il faut savoir qu'à 4 reprises, le projet de mandat dit que cet accord concernera aussi les communes.
Donc, pas seulement sur les marchés publics, mais aussi sur les investissements, aussi sur les activités de service. Vous parliez de la GCS tout à l'heure. Et donc, interpeller les candidats municipaux. Est-ce que tout ce que vous promettez maintenant, est-ce que vous pensez que ça pourra se faire si ce projet que le gouvernement français a voulu devient réalité. Et puis après, interpeller les candidats aux européennes et se mobiliser. Il y a beaucoup de manières de se mobiliser. On peut faire des pétitions, on peut écrire aux élus, on peut aller les voir dans leur permanence et on peut leur dire, nous savons ce qu'il y a dans le texte. Vous ne devez plus nous le cacher. Parce que vous savez que le texte, il est normalement, officiellement, il est secret. Le texte de mandat de négociation n'existe qu'en anglais et il est secret. Bon, il y a eu des fuites, heureusement, et on a pu traduire en français le texte en anglais, et c'est à partir de ce document qu'on fait campagne. Mais pourquoi le secret? Si c'était si bon pour les peuples, pourquoi le cache-t-on? C'est la grande question qu'il faut poser aux parlementaires, et en particulier aux parlementaires qui soutiennent ce gouvernement, qui a donné le feu vert à cette négociation. Il me semble qu'il y a quelques années, donc justement par rapport à l'accord général sur les services, il y avait eu des villes qui s'étaient déclarées symboliquement d'une certaine façon hors AGCS. Est-ce qu'il y a aussi ce type d'initiative qui est pris pour se déclarer peut-être hors GMT ou par des municipalités ou peut-être même par des régions entières? Oui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 800 localités en France qui se sont déclarées hors AGCS. Alors je peux vous dire, bien, tout récemment, je crois que c'était le 14 février, la ville de Besançon ne s'est pas déclarée hors GMT. Elle a dit qu'elle était contre, qu'elle demandait au gouvernement de retirer la France de cette négociation, et elle a expliqué pourquoi elle estimait que c'était mauvais. Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a voté une résolution demandant l'arrêt de la négociation. Et le conseil régional d'Île-de-France également. Donc ça commence à bouger à ce niveau-là, parce que l'information circule et que les élus... Vous savez, il s'est passé en 1997-98 quelque chose dont je souhaite ardemment que ça se répète. Dans le plus grand secret, on négociait quelque chose qui s'appelait accord multilatéral sur l'investissement. Et je me souviens qu'un député avait questionné le ministre des Affaires économiques de l'époque, qui s'appelait M. Strauss-Kahn, qui avait dit « Mais ne vous en faites pas, tout ça va être bon pour la croissance et pour l'emploi. » Parce que c'est toujours l'argument. Et puis, grâce à des amis canadiens, on a découvert le texte. Parce que c'était encore une fois un texte uniquement en anglais et secret. On l'a fait connaître, ça a été diffusé. Il y a eu des campagnes. 97-98. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au mois d'avril 98, les parlementaires de la majorité de l'époque, c'était M. Jospin qui était Premier ministre, c'était ce qu'on appelait la gauche plurielle, ils ont été dire au Premier ministre, vous savez ça, nous ne pourrons jamais le voter. Et le Premier ministre a retiré la France de la négociation. C'est un des objectifs possibles aujourd'hui, parce que, en fait, l'AMI, c'est le troisième point dont je vous parlais, du mandat. C'est transférer aux firmes privées le pouvoir d'attaquer les pouvoirs publics. C'était ce que la France a rejeté en 98, se retrouve dans le texte, et la France de Hollande et de Ayrault l'ont accepté pour la négociation. Mais il est toujours possible de provoquer une résistance et un mouvement de refus, s'il est important assez, s'il y a un surgissement populaire pour dire ça, on ne veut pas, eh bien on pourrait rééditer 1998. Et dernière question pour conclure, quels seraient alors au niveau européen les pays ou les peuples qui seraient qui sont aussi bien engagés dans cette bataille alors il y a des campagnes dans beaucoup de pays. Là où elle est la plus forte, c'est en Allemagne. Il y a déjà eu une manifestation à Berlin. Il y a eu une manifestation aussi à Bruxelles devant le siège des institutions européennes. Mais à Berlin, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que, moi je le constate, même Mme Merkel, qui est très attachée à ce projet, elle est aussi très attachée au respect des institutions démocratiques de son pays. Et vous savez, le Conseil constitutionnel, enfin l'équivalent allemand du Conseil constitutionnel français, est beaucoup plus scrupuleux sur le respect de la démocratie. Les Allemands, ils ont
l'expérience de l'histoire et ils savent ce que ça veut dire quand on joue avec la démocratie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, une ministre, qui est l'adjointe du ministre des Affaires économiques, a dit qu'elle estimait que, de son point de vue, les tribunaux nationaux sont tout à fait capables de bien gérer des conflits entre les firmes privées et les pouvoirs publics. Et donc, elle se pose la question de l'utilité de maintenir cet aspect-là du projet de négociation. Ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'un officiel allemand, un membre du gouvernement allemand, pose la question de l'utilité de ce troisième élément du projet de négociation du grand marché transatlantique. Je crois que la peur aussi des élections européennes qui arrivent et que l'information circule bien fait en sorte que ça commence à bouger. Et si en plus, dans les pays, les citoyennes et les citoyens se mobilisent, tous les espoirs sont permis. En tout cas, moi, je ne suis pas pessimiste. Je vous remercie. Je vous en prie.